Good Morning Business. Le débat. Et si la guerre s'arrête, Nicolas, est-ce que tout repart ? Ce qui est certain, c'est que si la guerre s'arrête, on n'en est pas là, il y a une éclaircie diplomatique, on est d'accord. Oui, les marchés vont rebondir, c'est évident. Hier, le CAC 40 a pris 3%. Il a inscrit son plus haut niveau en points depuis le début de la guerre en Ukraine. Si la guerre s'arrête, les taux longs vont repartir à la hausse. Les investisseurs rassurés vont se délester de leurs titres d'État qu'ils utilisent un peu comme valeur refuge. On l'a vu hier, le 10 ans français est repassé au-dessus de 1%, le 2 ans allemand est remonté à 0%. Dans la foulée de ce qui s'est passé. Si la guerre s'arrête, le Brent probablement sera moins cher. Il a perdu 7% le baril hier. On est redescendu à $111. Un mouvement à peu près similaire peut être anticipé à la fois sur certains métaux qui ont vu leur prix considérablement monter, et puis aussi sur le prix des céréales. Et puis si la guerre s'arrête, les anticipations négatives des agents économiques seront un peu apaisées, notamment ceux qui investissent ou notamment ceux qui consomment. Mais si la guerre s'arrête, je ne pense pas qu'on va assister au retour massif des multinationales en Russie, par exemple. À mon avis, ça, c'est peu probable. De la même manière, si la guerre s'arrête, je doute que les hydrocarbures russes retrouvent leur pleine place dans le mix énergétique des pays occidentaux, notamment des pays européens. Je ne pense pas non plus que la dynamique européenne vers une économie de la souveraineté, qui a quand même été initiée par Covid et puis qui a été accentuée par ce conflit en Ukraine, soit soudainement totalement oubliée et soudainement totalement écartée. De la même manière, le ralentissement chinois qui est fort aujourd'hui et qui n'est pas provoqué par la crise en Ukraine, mais provoqué par Covid et cette stratégie zéro Covid, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. L'inflation ne va pas s'arrêter non plus. Et c'est le dernier point, l'inflation qui est quand même sacrément revenue, va pas disparaître parce que la paix sera installée. On a beaucoup parlé du monde après Covid. On peut pas exclure un monde après l'Ukraine. C'est-à-dire un monde où vous avez finalement un monde avec des dictatures d'un côté, qui vivent un peu entre elles, et des démocraties occidentales de l'autre, où plein de choses les séparent. Les standards de paiement ne sont plus les mêmes, les standards télécoms ne sont plus les mêmes. Vous avez des multinationales dans un monde, des multinationales dans l'autre, mais ces multinationales ne communiquent plus. Enfin, voilà. Dire que parce que la guerre s'arrête, tout repart, oui, mais... Est-ce que ça veut dire, Jean-Marc Daniel, vous aviez beaucoup théorisé et popularisé l'idée du off-on pendant la pandémie et le Covid, le fait que quand la pandémie s'éteint, l'économie redémarre et repart comme avant. Est-ce qu'on peut dire la même chose là, ou justement, effectivement, comme le dit Nicolas, cette fois-ci, ça ne va pas redémarrer comme avant ? Alors, ça ne peut pas redémarrer exactement comme avant, puisque quand si on compare la situation avec la pandémie, j'expliquais bien qu'on avait démoli aucun capital. Là, on va avoir démoli du capital, évidemment, essentiellement, hélas, pour les Ukrainiens en Ukraine. Mais une des conséquences les plus évidentes, c'est que la récolte de blé va avoir été concernée, pas tellement la récolte ancienne. En ce moment, il y a des tensions parce que le blé peut pas sortir. Mais le problème, c'est la production de blé futur. Et donc, combien de temps il faudra à l'agriculture ukrainienne pour se remettre à niveau et reprendre son rôle et sa place qui était considérable dans la production de céréales. Néanmoins, globalement, si vous regardez ce qui s'est passé, à l'aune de l'histoire, si ça s'arrête dans les 3, 5, 10 jours qui viennent, le conflit aura été relativement court, aura concerné quand même des économies qui sont importantes, mais qui sont des économies qui ne sont pas déterminantes. Nicolas l'a rappelé, le fait qu'on confine en Chine est en train d'avoir des conséquences plus dramatique probablement que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine pour l'économie. Et on le voit bien dans tous les indicateurs, pour moi, assez systématiquement, les sanctions, ça ne sert pas à grand-chose. La seule conséquence des sanctions, c'est sur l'évolution des taux de change et donc sur la répartition des taux d'inflation. Or, quelles ont été les monnaies qui ont été les plus secouées ? C'était le rouble et puis les monnaies des pays qui étaient limitrophes, c'est-à-dire le zloty et le forint. Or, ils ont retrouvé pratiquement pour les deux monnaies, la monnaie polonaise et la monnaie hongroise, le niveau d'avant la guerre, et le rouble qui était monté jusqu'à 1 euro égale 150 roubles. La Banque centrale a réagi, a mis en place un contrôle d'échange. Elle a réussi à maintenir le rouble à 1 euro égale 144 roubles. Et depuis les bruits comme quoi, ça y est, la paix est en vue, on est descendu à 100. C'est-à-dire une baisse spectaculaire avec, pour le consommateur russe, la certitude que très rapidement, la pression inflationniste va se défaire. Et donc je pense qu'on va retrouver les problèmes anciens avec probablement un problème agricole et avec un questionnement, moi, plus fondamental, c'est que la vitesse à laquelle tous les engagements écologiques des pays européens ont été abandonnés avec cette impression
incroyable. Ah oui, rapidité incroyable. C'est la jachère à partir du 1er janvier 2023. Le schiste américain qu'on achète pour faire du GNL. Oui, tout ça. Et donc, je crois que ce que ça a révélé sur le plan économique, cette crise, c'est la fragilité, en réalité, des convictions écologiques de nos dirigeants.